Oui, bonjour. Bonjour, et ça va bien? Comment comprendre cette diversité qui caractérise l'Algérie actuelle? Si vous voulez, pour aller directement, pour répondre directement à votre question, l'Algérie est une terre tellement ancienne qu'elle a connu de nombreux peuples qu'elle a toujours attiré d'ailleurs les peuples. Si on plonge dans l'histoire, on voit que la population locale, la population d'origine, c'est la population berbère, mais elle a eu aussi des invasions avec l'arrivée de peuples étrangers comme les Romains. Si on va très loin dans l'Antiquité, il y a eu les Arabes, il y avait les Phéniciens aussi, les Libanais actuels, qu'on appelait à l'époque les Phéniciens. Oui. Ensuite, il y a eu les Vandales, il y a eu les Arabes, il y a eu les Turcs, il y a eu les Français, finalement, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, après une guerre de libération. Et tous ces peuples-là ont laissé des traces en Algérie. C'est pour ça que les Algériens sont le produit de tous ces peuples qui ont traversé l'histoire. Effectivement. Si on revient un peu aux Berbères, puisque c'est incontournable quand on parle d'Algérie, en termes, pour les caractériser, en termes de style de vie, les mœurs, les traditions, comment identifier, par exemple, caractériser un Berbère? Oui, les Berbères, c'est la population autochtone de toute l'Afrique du Nord. On peut aller des îles Canaries en Atlantique en passant par le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, jusqu'à une oasis en Égypte qui s'appelle l'oasis de Siwa, où il y a toujours des Berbères ici. On peut même descendre plus au sud en Afrique, comme le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Libye. Tout ça, il y a des populations berbères qui sont disséminées partout. Et donc ce qui les caractérise d'abord, c'est la langue. Alors pour dire berbère, il y a un mot en berbère justement qui est amazir. Amazir, ça veut dire homme libre. Et c'est un peuple un peu rude, mais très ouvert évidemment. Et ce qui les caractérise donc, c'est d'abord la langue. La langue, il y a certaines coutumes qui remontent à des temps lointains et qui sont toujours vivaces, qui sont encore suivies, comme par exemple la fête de Yenayir, qui est une fête, la fête des moissons. Alors ce sont des habitudes assez particulières qui font que les Berbères se distinguent par rapport à d'autres populations. Mais si on regarde l'Algérie aujourd'hui, il n'y a pas de différence fondamentale en dehors de la langue. Et puis au niveau de certains habillements, mais uniquement pendant les fêtes. Et ça concerne surtout les femmes, avec des robes chatoyantes, plein de couleurs, que l'on retrouve également à Haïti, par exemple, ou dans d'autres pays. Oui. Ce sont des couleurs, le jaune l'emporte beaucoup, le rouge, le vert. On en a vu d'ailleurs même ici à Montréal, quand il y a eu des fêtes berbères. La communauté algérienne d'origine berbère, elle fête et les femmes s'habillent traditionnellement. Okay. Si on revient aux origines, effectivement, en termes de coutumes, un berbère, qu'est-ce qu'il caractérise avant tout, qui fait quand on le voit, on sait qu'il précède un arabe, c'est pas tout à fait identiquement un arabe? Oui. Actuellement, il n'y a pas de différence fondamentale. Hein. Vous savez, les Berbères appartiennent sur un plan ethnologique, appartiennent à la grande famille sémito-chamitique.
sémitiques, c'est-à-dire ils sont proches des Arabes, ils sont proches des Juifs, mais il y a une caractéristique chamitique qui est purement africaine. Et donc, il y a la langue qui est différente. Les coutumes, il y a tellement de mélanges, il y a eu une synthèse, en fait, entre toutes les traditions étrangères et les traditions berbères. Oui, alors justement, c'était justement ma prochaine question, savoir comment se fait la cohabitation berbère-arabe à travers ce temps-là, les origines. Oui, au tout début, si on remonte très loin dans l'histoire, vers le XIVe siècle, les Arabes sont venus, pour apporter l'islam. Hein. Bon, il y a eu des guerres, évidemment, et finalement, l'islam a fini par s'imposer. Parce que les Berbères, avant l'arrivée de l'islam, avaient des religions, enfin on dit païennes, mais ce sont des religions de la nature. Hein. On adorait les éléments de la nature. Et puis l'islam est venu, donc après des luttes, après un affrontement, l'islam a fini par s'imposer et c'est devenu la religion de la majorité de la population. Oui, définitivement. Et puis l'Algérie actuelle, dans son art, dans sa culture, est-elle marquée par tout cela? Elle est marquée par tout cela. Rien que au niveau de linguistique, par exemple, les gens parlent, il y a l'arabe officiel, celui qu'on parle en Égypte ou ailleurs, et il y a l'arabe algérien qui vient à la fois, il y a le berbère, il y a le français, il y a le turc. C'est une langue très vivante et qui est beaucoup plus parlée qu'écrite. C'est une caractéristique du peuple algérien. Yeah. Par exemple, si on fait une référence avec Malte qui est une île en Méditerranée, Malte ont gardé à la fois une langue, parce qu'il y a eu beaucoup de Maltais aussi en Algérie, et les Maltais ont gardé la langue dialectale qui ressemble un peu à l'algérien, et eux, ils ont réussi à l'écrire. C'est-à-dire, quand on parle du maltais, c'est une langue qui ressemble un peu à de l'algérien, avec des mélanges de mots de différentes cultures. C'est sûr qu'il y a toutes ces langues-là, mais quels sont les statuts de ces langues? Normalement, le berbère, d'après ce que j'ai compris, a été adopté finalement comme langue nationale à un moment donné. Ça remonte à, disons, depuis la fin des années 80, le berbère est devenu, à l'instar de la langue arabe, donc langue nationale et officielle. Et aujourd'hui, donc, c'est écrit dans la Constitution, l'arabe et le berbère sont les langues nationales et officielles. Ça met en face, il y a aussi le français qui est parlé, c'est un peu la langue de l'administration, la langue qui est parlée partout aussi. L'Algérie est un des grands pays francophones dans le monde. Oui, effectivement. Et c'est sûr que l'arabe a dominé, je dirais, était la langue officielle pendant très longtemps. Et le berbère, le fait qu'elle est devenue langue nationale, est-ce que ça a changé quelque chose au point de vue de la culture berbère même? Oui, il y a eu, parce qu'avec l'officialisation de la langue berbère, on assiste actuellement à un renouveau ou à la résurgence, si vous voulez, du cinéma berbère. Il y a une télévision, d'ailleurs une télévision berbère, comment dirais-je, de la littérature. Il y a la naissance d'une littérature berbère, parce que jusqu'à
tout récemment, la culture berbère était une culture orale. On raconte des histoires, mais ça ne s'écrivait pas. Aujourd'hui, il y a eu un grand changement, et donc ça a permis à beaucoup de plumes de s'exprimer, donc dans des livres. Et certains auteurs, comme par exemple Mouloud Mamri, qui est malheureusement décédé, et il avait écrit aussi des livres en berbère. Donc aujourd'hui aussi la langue berbère est enseignée dans les écoles. Cela a-t-il changé quelque chose en termes d'échelle sociale? Le berbère fait partie des langues nationales. Est-ce que peut-être, parce que je vous écoute parler, Monsieur Bilabdi, et je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à notre pays d'origine, à Haïti, qu'il y a quand même des similarités dans les deux histoires. Puis là, vous avez dit que le berbère est enseigné maintenant, comme à un certain moment où on a démocratisé le créole en Haïti, et que le créole maintenant est enseigné en Haïti partout dans les écoles. Pour nous autres qui avions un problème d'éducation pendant quelques années et d'identité et d'unification, je dirais, ça a résolu un problème, surtout où maintenant les gens arrivent à s'exprimer sur la scène politique, culturelle, beaucoup aussi. Donc ça a aidé aussi à une construction de l'identité de l'haïtien moderne, je dirais. Est-ce que pour le berbère, comme vous le dites, ça a aidé aussi à construire une nouvelle identité algérienne berbère? Oui, parce que au début, il faut le préciser, il y a eu des préjugés. Il y a eu des préjugés, même, je ne vais pas dire au niveau officiel, mais il y avait dans la société des préjugés à l'égard du berbère, à l'égard de la langue algérienne et au niveau de toutes les autres langues. Il y avait des préjugés en disant que ce sont des dialectes, ce ne sont pas des langues. Or, aujourd'hui, évidemment, le berbère, ça fait partie de l'identité algérienne. Alors, nous sommes, comme on dit, berbères fondamentalement, mais nous pouvons nous exprimer aussi en arabe, nous pouvons aussi nous exprimer en français. Il ne doit pas y avoir de discrimination. Et c'est plus une richesse qu'un handicap quand il y a plusieurs langues. Les enfants, d'ailleurs, on a remarqué que les enfants qui sont bilingues dès leur jeune âge se développent beaucoup mieux et ont une vie d'adulte beaucoup plus riche, beaucoup plus heureuse. Elle est surtout africaine. Elle est surtout africaine, elle est surtout méditerranéenne. La culture algérienne, c'est ça d'abord. C'est à l'instar d'ailleurs du Maroc, de l'Afrique du Nord. Les racines africaines sont profondes, elles plongent dans l'histoire. Même quand vous allez vers le sud de l'Algérie, par exemple, avec les Touaregs, on sent ici l'influence du continent, l'influence on sent les racines profondes de l'Afrique. Surtout porté à comprendre qu'il y a quand même une sorte de croisée des chemins, tous ces peuples-là qui sont passés. En termes d'héritage, qu'est-ce qu'on peut voir dans la culture algérienne ou dans l'Algérie si on voudrait faire du tourisme, par exemple? Si on regarde par exemple le patrimoine de la cuisine, il y a d'abord un plat qui est purement berbère, c'est le couscous. Ça vient du mot berbère sexou, qui signifie le blé modelé, le blé roulé. Les autres peuples qui ont traversé l'Algérie ont laissé aussi leur patrimoine. Je sais par exemple pour les Turcs, actuellement il y a des confiseries qui sont d'origine turque, comme la baklawa, que l'on trouve d'ailleurs dans certains magasins ici tenus par des Algériens ou des Nord-Africains. Il y a le couscous, les baklawa, certaines habitudes vestimentaires aussi. Les Français nous ont laissé la baguette de pain. Il y a un pain spécial algérien, berbère. Ces peuples ont laissé des traces. J'en ai pas tout en mémoire.
La Casbah, c'est la ville. Hein. La Casbah, c'est la ville, mais c'est la vieille ville. C'est un héritage de la présence turque en Algérie. Et ce sont des bâtisses construites avec de la terre que l'on mélange avec d'autres éléments. Et on voit des ruelles très étroites, comme un labyrinthe en quelque sorte, avec des rues marchandes, des rues où il y a des habitations, où les gens habitent. C'est un héritage qui vient de la Turquie. Il était auteur et il vaudra bien nous faire l'honneur de nous lire quelques lignes. Alors ça s'appelle Montréal intensément. Je viens d'un pays à l'entrelac des mémoires, un pays ancien, bleu, vert, or, un pays mouvant aux racines de l'histoire, un pays balayé depuis des lustres par les vents de la Révolution. Saisi par le voyage, j'ai suivi l'orbe des étoiles et la trace lumineuse des goélands en direction du nord mythique. Me voici, éveillé, à Montréal, une île singulière dans la géographie du Nouveau Monde. En vérité, je n'ai jamais quitté la terre, ma patrie seconde, chemin suspendu entre le flux et le reflux du temps. Ma patrie, lieu de rupture et de recommencement. Je suis toujours à l'affût des signes, l'œil ébloui par l'énigmatique lumière du dedans. Montréal, au bout de tous les exils, tu m'habites désormais, je porte ton destin. Mon discours a surpris les rues, car je parle toujours de beauté et je continue à nommer la terre en colère dans ses flancs. Montréal, ma mémoire incandescente reste hantée par la blessure, le front large de la douleur. Dans la transparence de mes nuits, balayant mes souvenirs, passant en compagnie des poètes anonymes, l'astre dire clair de concert avec les goélands m'a enseigné la chaleur des femmes et des hommes du froid. Je me suis surpris, marchant les yeux grands ouverts, des fragments de rêve éclatés dans mes mains, sur la piste blanche menant là où tout est à refaire, y compris la vie. Ainsi j'ai connu la feuille d'érable et la fleur de lys, et le regard des enfants qui dit tout est possible. Ainsi j'apprends à montréaliser mes rêves, en symbiose avec mes semblables, venus de tous les horizons de la terre. Je flâne, clarté du poème. Sur l'asphalte, les stigmates de l'hiver, j'imagine le sursaut du soleil de l'oubli. Ici, maintenant, dans l'arche de la passion, je peux dire l'amour sans condition. Alors, vos influences, si on en parle un peu, ce qui vous amène à écrire, ce qui vous motive? Vous savez, quand on parle de littérature algérienne, on fait toujours référence aux événements qui ont traversé l'Algérie. Si on regarde par exemple la période coloniale, il y a eu toute une flopée d'écrivains. Je pense à Mouloud Mamri, Mohamed Dib, qui sont connus mondialement et sont connus ici aussi au Canada. Je pense aussi à Assia Djebar, qui est venu à Montréal il y a quelques années. Ces poètes-là, durant les années 50, c'était des écrivains qui évoquaient beaucoup la guerre de libération et la domination coloniale, etc. C'était une littérature qui était directement rattachée à la réalité que vivaient les Algériens. Et puis, il y a eu les années 60, c'est un peu la reconstruction du pays après la guerre, et on a parlé en littérature surtout des problèmes sociaux, de la misère, du travail qui manquait. Donc les thèmes tournaient autour de ça. Et puis les années 80, pour certains auteurs, on parle de l'identité, parce qu'il y avait un combat pour la reconnaissance de la langue berbère. Et dans les années 90, il y a eu le terrorisme, et on remarque beaucoup de thèmes de la littérature algérienne de cette époque. Ça a un rapport avec le terrorisme, cette malédiction qui a frappé l'Algérie dans les années 90. Je pense notamment à Boudjedra. Il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont parlé de l'horreur du terrorisme. Et puis, à la fin des années 90, maintenant qu'on est dans les années 2000, et on assiste à une
diversification des thèmes de la littérature algérienne. Il y a beaucoup de jeunes talents, beaucoup de jeunes écrivains qui parlent maintenant de choses parfois intimes. Bon, il y a toujours les thèmes sociaux qui reviennent chez certains écrivains, mais je parle de nouvelles plumes qui évoquent l'intimité de l'être, qui parlent des choses très individualistes. Moi, j'appartiens un peu à cette mouvance, qui veut que la littérature, c'est aussi un travail d'intimité. C'est aussi un travail sur soi. C'est aussi un chemin qui pourrait être un chemin spirituel, pourquoi pas, dans le sens où on doit trouver vraiment qui nous sommes, au-delà de l'identité nationale, au-delà de l'identité algérienne, il y a aussi une identité intrinsèque de l'individu. Et c'est cet individu, cette flamme qui brûle en nous, qui brûle en chacun d'entre nous, pouvoir la nommer, pouvoir la regarder, pouvoir la découvrir si on ne la connaît pas. Et donc, moi, mes thèmes, c'est un peu ça. Je parle un peu des voyages, je parle du manque, mais je m'intéresse aussi quand je parle de chemin spirituel, je parle aussi de la rencontre avec des cultures comme la culture indienne, la culture de l'Inde, la non-dualité. Vous savez, j'ai été aussi marqué par des auteurs grecs comme Nikos Kazantzakis. Enfin, je suis aussi le produit d'un certain nombre d'influences, mais je reste fondamentalement fidèle à ce qui brûle en moi, dans un certain sens. Il y a quand même un de vos favoris, l'incontournable Camus. Quel rôle a-t-il joué dans tout ça? Ah, c'est sûr. Mais c'est quelqu'un que j'admire surtout au niveau de l'écriture. Une écriture limpide, que tout le monde peut comprendre. Et d'ailleurs, quand on essaie d'être très très simple, ce n'est pas toujours facile. Hein. Camus, il a vécu dans les années 50, et il est un peu controversé, c'est un Algérien, mais en même temps, c'est aussi un Français. Alors, ça fait partie du patrimoine algérien. Camus, il a été aussi philosophe. Hein. C'était quelqu'un qui a, dans l'environnement de la guerre de l'époque, il était très déchiré. C'était un homme qui ne savait pas quoi faire, dans le sens où il était contre la violence. Alors, de ce fait-là, les Algériens lui reprochent pourquoi il n'a pas pris position en faveur de l'indépendance de l'Algérie, et les Français lui reprochent d'être trop attachés à l'Algérie et aux Algériens. Or, c'était un homme qui était vraiment déchiré entre deux bords. Mais il est reconnu, il y a eu la caravane Albert Camus il y a quelques années, 5 ou 6 ans à peu près. Et une caravane avec des auteurs qui ont sillonné l'Algérie, qui ont sillonné également la France. Ensuite, ils ont fait le tour en Algérie, où ils donnaient des conférences, où on parlait de Camus, etc. Camus fait partie de l'héritage de l'Algérie. Là, moi, j'avais une question un peu particulière à vous poser, c'est-à-dire, vous, en tant qu'Algérien qui vivez ici, quel est le regard que vous portez sur l'Algérie actuelle? Parce que en regardant, moi je vois, vous êtes quand même un pays qui est très jeune, hein, qui a pris ses destins en main il y a 58 ans. Donc, c'est d'une grande jeunesse par rapport à nous autres Haïtiens qui luttons depuis 200 et quelques années pour trouver ces marques. Et vous n'êtes pas aussi dépourvu qu'on l'était après notre indépendance. Alors, c'est quoi le regard? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qui fait que l'Algérie connaît ces problèmes? Oui. Vous savez, quand moi je vais, comme je vous l'ai dit, je vais de temps en temps, je fais un tour en Algérie, ne fût-ce que pour respirer l'air du pays. Et à chaque aller-retour, je constate qu'il y a des changements. La jeunesse d'abord.
la jeunesse, et puis la jeunesse n'est plus comme avant. Hein. La jeunesse d'aujourd'hui veut vivre ici et maintenant. Ce n'est plus le cas comme avant. Nous, à l'époque, on sortait de l'indépendance, on disait, il y a un travail à faire, il faut continuer, il faut travailler, il faut être patient. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus patients. Alors ils veulent ils veulent la démocratie évidemment, les interdits. Alors même au niveau du pouvoir, les gouvernants n'ont pas évolué. C'est toujours les mêmes. Voilà. C'est toujours les mêmes. Alors c'est la même famille dans le sens où c'est le même courant politique, des gens qui n'ont pas changé. On réplique le modèle. Oui. Alors évidemment, les gens, eux, ont évolué avec les technologies et la mondialisation. Ils voient ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour ça que, depuis quelque temps, maintenant depuis le mois de février de l'année dernière, il y a un mouvement social qui revendique plus de démocratie et qui veut d'une nouvelle génération de classe, une nouvelle classe politique parmi les jeunes. Parmi des personnes jeunes, parce que actuellement, il faut le dire, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas eu cette capacité d'évoluer en même temps que la société.